Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici le sommaire de ce lundi 27 mars. Nous retrouverons dans quelques instants le commissaire général adjoint de l'Automobile Club de Monaco. Éric Barabino nous parlera des préparatifs pour le Grand Prix de Monaco. Nous vous ferons ensuite découvrir dans cette édition quelles personnes ont été élues à Monaco Femme de l'année 2023. On vous emmènera également à la conférence L'Homme cérébral qui s'est tenue ce samedi au Grimaldi Forum. L'occasion, vous verrez, de découvrir les avancées scientifiques autour de notre cerveau. Du jazz au programme ce soir avec un superbe concert organisé à l'occasion du Printemps des Arts. Et pour finir, vous découvrirez l'opération Océano pour tous avec notamment des élèves de 6e et le chef monégasque Marcel Ravin. Mais pour débuter cette édition, je vous propose de découvrir les belles images du Bal de la Rose qui s'est tenu ce samedi 25 mars. Imaginé par Christian Louboutin, cette 67e édition s'est déroulée au Sporting Monte-Carlo. Une soirée qui a encore une fois, c'est vrai, tenu toutes ses promesses avec des festivités très colorées cette année sur le thème de Bollywood. Le prince Albert II et son Altesse royale, la princesse de Hanovre et ses enfants ont d'ailleurs ravi tous les convives par leur présence. En effet, il est impossible pour la famille princière de manquer ce gala de charité d'exception créé en 1954 par la princesse Grace. Je vous l'annonçais en titre focus dans ce journal sur les préparatifs du Grand Prix de Monaco, notamment sur la durée des travaux et sur les innovations pour cette année 2023 avec Éric Barabino. Bonsoir. Bonsoir Julia. Alors la principauté a déjà commencé, c'est vrai, sa grande métamorphose avec le Grand Prix qui arrive à grands pas. Où en sont justement les installations ? Eh bien on avance, on a commencé le 6 mars. Les tribunes montent un peu partout, nous sommes sur la direction course qui est quasiment terminée. On est dans les timings. Combien de personnes sont mobilisées au total durant ces préparatifs ? Une bonne cinquantaine, un minimum. Il y a 1100 tonnes de tribunes à monter. Direction course, c'est 350 tonnes, c'est un très très gros mécano. Et bien rodé heureusement, donc ça avance. Et combien y a-t-il de tribunes et autres modules à mettre en place ? Une soixantaine pour la direction course je pense. Les stands, il y a 22 stands qui doivent être composés d'au moins d'une douzaine d'éléments. Beaucoup de convois exceptionnels. En termes de préparation, c'est titanesque, que ce soit les commandes pour toute la ferraille, enfin voilà tout ce qui se met en place. Comment on arrive à tout anticiper lorsqu'on prépare un tel événement ? Je pense qu'on commence à le préparer la veille du Grand Prix de l'année pour l'année prochaine, hein, c'est toute l'année. Je dirais même paradoxalement, les gens voient le Grand Prix pendant un week-end et c'est entre guillemets la période la plus calme en termes de préparation parce que tout le travail est fait en amont. On travaille sur toutes les épreuves toute l'année, tous les jours. Et quand s'achèveront les travaux justement ? On va essayer de terminer, d'être complètement prêt quelques jours avant pour avoir un peu on a une petite marge de sécurité, disons, mais théoriquement une petite semaine avant le début des épreuves, tout est prêt. Monsieur Barabino, une question aussi sur la réfection des enrobés. Où est-ce que ça en est ? En général, chaque année, on refait 30% des enrobés. Cette année, c'est un peu plus, c'est 50% parce qu'il y a eu notamment des travaux dans le tunnel du Grand Prix. Donc ça, il va falloir le refaire. On va refaire toute la ligne de départ et toute la partie qui se trouve entre la piscine et la rascasse. Et chaque année, c'est vrai, pour chaque année, il y a son lot d'innovations. Qu'est-ce qui est prévu comme nouveauté peut-être pour cette édition 2023, s'il y en a évidemment ? On va réaménager l'écran. L'écran qu'il y avait dans l'avenue d'Ostende va changer de configuration avec des écrans haute définition qui vont être placés différemment. Ça, c'est un peu la surprise. Tous les autres écrans du circuit aussi vont être en haute résolution. À part ça, il n'y a cette année pas de grande nouveauté par rapport au public et au tracé du circuit. Non. Monsieur Barabino, un rappel sur les modalités qui entourent ces 2 week-ends de Grand Prix, les dates ou encore les places encore peut-être disponibles ? Alors pour la Formule E, il y en a. Le dimanche de Formule 1, je pense plus qu'il en reste parce qu'il y a une très très grosse demande et il en reste probablement pour le samedi. Merci beaucoup à vous Éric Barabino et bon courage pour les dernières semaines de préparatifs. Merci, au revoir.
Et je vous rappelle que le Grand Prix de Monaco se tiendra du jeudi 25 au dimanche 28 mai prochain. Nous continuons à vous parler de sport avec la série de 10 victoires consécutives de la Roca Team qui a pris fin dimanche dans la salle de Limoges. Les Rouges et Blancs se sont en effet inclinés sur le score de 83 à 76. Malgré ce résultat, l'AS Monaco Basket est toujours solide leader du classement avec 3 succès d'avance sur son dauphin Boulogne-Levallois. Il va vite en tout cas falloir rebondir pour les hommes de Sacha Obradovic puisque 2 déplacements en Euroleague les attendent cette semaine. Le premier ce mercredi à 18h face à Kaunas, le deuxième face au Bayern ce vendredi 31 mars à 19h. Les 2 rencontres seront à suivre en direct sur Monaco Info, profitez-en. Ce samedi 25 mars se déroulaient les 2 demi-finales du top 12 masculin. À cette occasion, la Principauté se mesurait à Noisy-le-Grand. Et c'est Noisy-le-Grand malheureusement qui l'a emporté face à l'Étoile de Monaco 38 à 34. Et Valoris s'est imposé face à Antibes lors de la 2e demi-finale. Noisy-le-Grand et Valoris se confronteront donc pour le titre le dimanche 30 avril prochain au Zénith de Rouen pour une finale inédite. La veille, Antibes et Monaco participeront à la petite finale pour le bronze. Retour à présent sur la soirée de remise des prix Monte-Carlo Femme de l'année 2023 en présence du prince Albert II et de la princesse Charlène. 3 femmes ont été récompensées soit pour leurs actions à l'international, soit pour leurs initiatives en principauté. Sandrine Nègre et Hugo Comassa étaient sur place à l'hôtel Hermitage. Reportage. Elles partagent plusieurs points communs. Elles sont engagées dans le développement numérique et technologique, le thème de cette édition 2023. Elles se sont tout particulièrement illustrées dans ce domaine. I always encourage women to go and try themselves with the scientific field because they can do a lot because we are more creative. So it's not just learn and execute, but it's more about creative into scientifics. In the past, when I've interacted through my work with other royal families and also other governments, it's very formal, and being next to them was just such a wonderful experience. Et si à travers ce prix, les actions à l'international ont été récompensées, un second prix récompensait, lui, les initiatives réalisées en principauté. It's been really an incredible day filled with many different types of emotions, but mainly I feel a lot of gratitude towards all the people that have supported us at the World so far because it hasn't been easy. It has been a very long journey and it will be an even longer one. Ces prix créés à l'initiative de Cinzias Gambati-Coleman mettent donc en avant les actions des femmes et ce, depuis plus de 10 ans. Un mot de science dans ce journal afin de mieux comprendre le cerveau humain, mais surtout afin de déterminer comment les neurotechnologies pourraient nous permettre de décrypter le fonctionnement de cet organe complexe. Des découvertes qui pourraient peut-être même soigner certaines pathologies du cerveau. C'était tout l'enjeu en tout cas de la conférence L'homme cérébral qui s'est tenue ce samedi au Grimaldi Forum. Les explications de Patricia Navarro sur des images de Thomas Deus. Le cerveau guide nos émotions, nos pensées ou nos comportements. Il est aussi au cœur de nos relations sociales et il joue un rôle clé dans certaines maladies comme celles de Parkinson et Alzheimer ou dans les troubles obsessionnels compulsifs. L'enjeu pour les spécialistes est donc non seulement de chercher de nouveaux traitements chimiques à travers des molécules ou de se tourner vers les neurotechnologies qui permettent de moduler l'activité de nos neurones. Un cerveau, c'est d'une complexité qui dépasse l'imagination. Comme je dis souvent, c'est en petit ce que l'univers est en grand. Donc le problème, c'est que si vous voulez améliorer une maladie d'Alzheimer, une maladie de Parkinson, l'épilepsie, la sclérose en plaques, limiter les séquelles des accidents vasculaires cérébraux, qui sont ces grands fléaux qui hantent notre société, il faut comprendre comment ça marche et comment le cerveau marche, mais aussi comment il dysfonctionne. Mieux comprendre le cerveau donc au préalable, mais aujourd'hui les avancées de la neuroscience et des neurotechnologies sont telles que les traitements ont considérablement évolué et permettent des prises en charge beaucoup plus ciblées. On a la capacité maintenant de faire ce qu'on appelle de la médecine personnalisée. En faisant la médecine personnalisée, notamment avec l'IRM fonctionnel individuel,
Il y a 10 ans en arrière, l'IRM fonctionnel, on savait que dans la dépression, globalement, il y avait des zones qui fonctionnaient moins bien. Maintenant, à l'échelon individuel, on peut prendre l'imagerie d'un patient déprimé et de regarder quelle est la zone chez lui qui est perturbée. Ça, c'est vrai dans la dépression, c'est vrai aussi dans le TOC. Et on commence à pouvoir le faire, notamment au CHPG, puisque le matériel est là. Il va falloir maintenant qu'on apprenne à utiliser ce type de matériel pour pouvoir envoyer justement la stimulation magnétique spécifiquement pour ce patient sur cette zone du cerveau. Et le champ des possibles en la matière semble encore très étendu. Le cerveau, véritable chef d'orchestre pour tous les membres et organes du corps, est encore loin d'avoir révélé tous ses secrets. Les œuvres de Laure Hatchuel-Baker sont à retrouver au Yacht Club de Monaco. Ces tableaux en 3D représentent toute la diversité marine. Le monde animal et végétal a d'ailleurs toujours été, c'est vrai, une merveilleuse source d'inspiration pour l'artiste. Le tableau Georgios Ocean Forest est, lui, un hommage aux coraux poumons des océans. Les bénéfices de la vente de cette œuvre seront d'ailleurs intégralement reversés à la Fondation Prince Albert II, dont l'artiste partage l'engagement en faveur de la biodiversité et des espèces protégées. La MAD organise ce jeudi 30 mars à 19h à la maison diocésaine la projection en avant-première de L'école de vie, l'école de la métamorphose. Ce documentaire témoigne des actions et missions réalisées par l'ACAI avec le soutien de la MAD pour aider les jeunes filles de la banlieue de Manille. La projection sera suivie du témoignage de sœur Sophie de Jésus, fondatrice de l'association ACAI et qui œuvre depuis plus de 15 ans à Manille. Les spectateurs présents pourront aussi échanger avec elle et autour du documentaire. Le Printemps des Arts de Monte-Carlo aime aussi le jazz. Pour preuve, ce concert donné hier à la salle Garnier avec Riccardo Delfra Quintet et l'Orchestre des Pays de Savoie. Le tout sous la direction de Léo Fargue. Reportage signé José Sacré et Thomas Deus. Riccardo Delfra et son quintet avec l'Orchestre des Pays de Savoie sous la direction de Léo Margue ont été les invités d'un concert de jazz proposé par le Printemps des Arts de Monte-Carlo à la salle Garnier où il y avait foule dimanche 26 mars. Au programme, un projet initial du festival Jazz in Marciac, devenu un disque intitulé My Chet, My Song, rappelant la place particulière que le contrebassiste Riccardo Delfra a tenue auprès du génial trompettiste américain Chet Baker pendant les dernières années de sa vie. Ce répertoire a connu un nouvel avatar grâce à l'Opéra de Toulon qui a proposé à Riccardo Delfra de porter ce programme à l'échelle d'un orchestre symphonique. C'est le programme qui est dans le disque éponyme qui s'appelle My Chet, My Song, que je suis ravi de présenter ici à Monaco et qui compte beaucoup pour moi parce qu'en même temps, c'est pas simplement des arrangements de standards. Il y a Cole Porter, il y a Gershwin naturellement, mais c'est aussi des morceaux où j'ai créé des medley, c'est-à-dire qu'on commence par exemple avec But Not For Me, et puis j'ai ajouté une pièce à moi qui s'appelle Oklahoma Kid. Mais la liaison s'est faite d'une façon assez naturelle, je crois, et c'est une dédicace naturellement très directe à Chet. Donc Chet, ça a compté beaucoup musicalement, artistiquement, parce que c'est quand même un grand artiste, un grand mélodiste, malgré sa vie qui n'était pas toujours heureuse, comme vous savez. Mais par contre, c'est un artiste exceptionnel qui m'a appris énormément sur ce qui est la mélodie, l'espace, les silences. Et puis, il a changé ma vie parce qu'aujourd'hui, je suis français et je suis ici. Jusqu'alors destiné aux classes primaires de la région PACA, le grand concours Océano pour tous, organisé tous les ans par l'Institut océanographique, élargit son champ d'action. Il s'adresse dorénavant aux collèges de Monaco, de France, des territoires d'outre-mer et s'ouvre également à l'international. Dans ce cadre, des élèves de 6e ont pu découvrir la pêche durable grâce au chef Marcel Ravin et au pêcheur Eric Rinaldi. Un reportage de Vanessa Dessy, Kevin Garcia et Clélia Renaud.
Tout au long de l'année scolaire, les équipes de l'Institut océanographique accompagnent les élèves ainsi que les professeurs dans la découverte du monde marin. Une opération visant à éveiller la conscience écologique des jeunes générations autour d'un projet collectif, créatif et engagé. Alors, Océano pour tous, c'est un concours pédagogique lancé par le musée océanographique de Monaco et à destination des collèges de Monaco, de France et de la francophonie aussi. Et l'objectif, c'est de permettre à des collégiens de réaliser un projet en faveur de la protection de l'océan, du développement durable, et de les accompagner justement dans la réalisation de ce projet. 121 élèves d'FANB ont proposé le projet d'évaluer l'impact de la pollution sur l'environnement. Les élèves ont construit et ont mis à l'eau une bouteille géante de plus d'1 mètre. La dérive de ce déchet a été suivie à l'aide de capteurs GPS et par drone. Les élèves ont ensuite étudié les données enregistrées. Dans la lignée de leur projet, ils ont pu également assimiler la thématique de la pêche durable. Les élèves ont pu ainsi distinguer différentes espèces de poissons. Notre projet, en fait, La bouteille à la mer, qui est un projet commun sciences et technologies à FANB, puisse bénéficier de tous les atouts et de toutes les connaissances qu'on ait en principauté, en fait. Et nos élèves, ils se rendent compte que de la cuisine à la pêche, tous les métiers qui ont un lien avec la Méditerranée, toutes les personnes qui peuvent nous amener un plus dans ce projet, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Mais moi, je suis heureux de vous recevoir. Moi aussi. Je suis heureux avec mes équipes de partager avec vous non seulement notre passion, qui est la cuisine, mais en même temps de vous apprendre à consommer mieux, consommer durablement et vous montrer les possibilités de ce que la mer nous offre. Pour la dernière étape, les enfants se sont rendus au Monte Carlo Bay à la rencontre du chef Marcel Ravin afin de cuisiner ce poisson et de le déguster. Vous êtes toujours d'accord pour goûter? Oui. Bon. Là, on va vous dresser et tout, parce que vous êtes quand même nombreux. On va vous faire le même plat à l'intérieur. On va vous amener ça pour goûter. Est-ce que t'as envie? On a appris qu'il faut rien gaspiller et que tout peut être utile dans le produit. Oui, comme quand on a fait la bouillie, il y avait la tête des animaux. Au lieu de les jeter, on va les donner aux poissons. Faut pas forcément prendre des poissons qui viennent de très loin parce qu'après quand ils sont transportés, ça pollue énormément. Moi j'ai appris que par exemple pour la rascasse, il faut bien la prendre par les yeux et ne pas la prendre comme ça sans savoir, parce qu'on peut se faire très mal déjà en touchant et se faire piquer par les épines et que ça enfle, etc. On a eu de la chance en plus, c'est pas dans tous les collèges qu'on fait ça. Ouais. On a vraiment de la chance d'être ici avec des super profs aussi. Oui, c'est vrai. Pour nous aider. Moi, je suis très difficile à manger au niveau gastronomique et c'était très bon. J'aimais pas trop le poulpe, mais là ça va. Franchement, il est meilleur le poulpe quand c'est Monsieur Ravin. Il est excellent. C'est bon. Il est excellent. J'ai jamais rien mangé aussi bon concernant les poissons. Alors, tu le referas chez toi? Oui, je le referai. Oui, je le referai. 25 projets ont été sélectionnés avec l'objectif d'inspirer et de susciter l'engagement d'autres jeunes pour l'océan. La cérémonie de remise de prix aura lieu le 13 juin prochain au musée océanographique. On reste dans le domaine de la nature avec le Festival des Jardins organisé par le département des Alpes-Maritimes. À cette occasion, 2 créations ont été installées dans les jardins du Casino. Et si elles n'ont pas remporté le concours, elles méritent tout de même le coup d'œil, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage de Patricia Navarro et Thomas Deus. Cela fait maintenant 6 ans que le Festival des Jardins anime toute la région. De Grasse à Nice, en passant par Cannes et jusqu'à Monaco, des paysagistes ont créé de toutes pièces des jardins éphémères sur le thème « Surprenante perspective ». La première création est née de l'imagination d'une équipe varoise. Elle a été baptisée « La Jetée », comme une invitation à une balade en bord de mer. Ce qu'on a voulu mettre en évidence, très vite on est arrivé vers la mer, car c'est un paysage qui nous parle, nous en tant que Varois justement, on aime ce paysage côtier. La perspective pour nous avec justement la jetée, les embruns, c'est quelque chose qui collait assez au thème et on a voulu aussi surprendre un petit peu puisque on attire l'œil par une perspective qui est principale, mais au final
pour le thème surprenant de perspective, on se rend assez vite compte dans la déambulation du jardin qu'on va retrouver d'autres points de vue qui vont être ponctués dans notre promenade et attirer l'œil. La deuxième création a été baptisée quant à elle Le Feu, jardin surprenant. Assez sombre, elle fait écho aux incendies dévastateurs auxquels la région doit faire face en été. Our concept is about fire in the landscape and how it's really an important part of the Mediterranean environment. We wanted to show that our normal perspective on fire, that is of a dangerous force that just destroys, is not actually correct, and it can be a very special regenerating force as well. Le Festival des Jardins est gratuit et ouvert à tous. Vous pourrez donc admirer pendant plusieurs mois encore les 2 créations installées au casino. Et notez-le, samedi prochain, des animations seront d'ailleurs organisées dans de nombreux jardins de Monaco, à l'occasion cette fois de la manifestation à la découverte du patrimoine botanique et artistique. Des jardins en tout cas sublimés par un beau soleil aujourd'hui et justement aurons-nous la chance demain d'avoir encore un grand ciel bleu. Bonsoir à vous Vanessa. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Le temps restera très agréable durant la journée malgré quelques nuages insignifiants. Les températures oscilleront de 7 à 13 degrés. Le soleil se lèvera à 7h18 et se couchera à 19h52 et nous fêterons les Gontran. Les championnats d'Europe de sushi se tiennent en ce moment même à Monaco, l'occasion de vous faire découvrir en photo les plus belles réalisations de cette compétition avec Frédéric Nébinger. Demain, vous retrouverez d'ailleurs dans ce journal un reportage complet sur donc les meilleurs sushis d'Europe. C'est la fin de cette édition, merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée sur notre antenne. À bientôt.